Bonjour Antoine Brender. Bonjour. Vous êtes économiste chez Candrian. Xerfi Canal vous avez invité juste avant la crise du Covid, en février dernier, pour parler de votre livre « Capitalisme et progrès social » qui avait été paru en début d'année. Alors, depuis, il y a eu la crise du Covid, mais je voudrais relire le premier paragraphe de la 4e de couverture, si vous le permettez, de ce livre. Dans les pays les plus avancés, je vous cite, le progrès social est en panne. Face à la montée presque générale des inégalités, face à la stagnation des revenus d'une large partie de la population, face aussi aux dommages causés à la planète par leur développement passé, ce constat s'impose. En attribuer la faute au capitalisme serait pourtant une erreur. Il n'est pas plus responsable de la panne actuelle qu'il n'a été hier des progrès accomplis. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, Antoine Brender, depuis la publication de votre livre en janvier 2020, depuis cette interview, la crise économique a ébranlé l'économie mondiale. Un peu partout, c'est le grand retour de l'État. Retour de l'État que vous appeliez de vos voeux dans ce livre. L'État qui joue le pompier de l'économie pour sauver les entreprises. Mais malgré ces interventions, la crise du Covid-19 va se traduire par des faillites, un affaiblissement du tissu productif, une flambée du chômage et en conséquence une pression accrue sur les salaires et donc une nouvelle montée des inégalités. Alors, ma question est la suivante. Cette montée des inégalités ne va-t-elle pas être encore pire qu'avant cette crise du Covid-19 ? Et que faudrait-il faire pour éviter non seulement une panne, mais aussi un risque de tension sociale extrême, voire, problème que vous posiez dans votre livre, une remise en cause de la démocratie? Alors ça fait beaucoup de questions. Et juste avant de me lancer, je voudrais signaler que je ne suis pas un partisan de l'État à tout prix. Je ne suis pas étatiste. Je pense qu'il faut que nos sociétés aient les moyens d'imposer des directions au capitalisme et que c'est ça qui, depuis plusieurs décennies, maintenant nous manque. Alors qu'est-ce que cette crise nous dit par rapport justement aux thèses que j'essaie de développer dans le livre? C'est d'abord, ça a été un formidable révélateur de l'importance des infrastructures sociales dont l'État est normalement le gestionnaire, c'est à lui qu'il appartient de les maintenir, mais on s'aperçoit que les pays dont les infrastructures sociales ont été les plus faibles sont ceux qui ont le moins bien résisté à cette crise. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est frappant, c'est la différence entre l'évolution de la pandémie aux États-Unis, en Europe. Si vous regardez les deux courbes, il y en a une maintenant qui montre les infrastructures de santé. Les infrastructures sociales, c'est quoi? C'est effectivement les infrastructures de santé, mais c'est aussi la redistribution, c'est la façon dont on gère les systèmes de santé. Le système de santé américain est le plus coûteux de la planète, il faut le savoir. Il a fonctionné moins bien dans les circonstances de cette pandémie que ceux des principaux systèmes européens. Ça ne veut pas dire qu'en Europe, on n'ait pas de problème avec certains systèmes de santé, en France en particulier. Mais ce que cette crise a révélé, c'est qu'une société très inégalitaire est une société qui a du mal à résister à des chocs comme celui de cette pandémie. Or, rien ne nous dit que demain, il n'y aura pas des chocs de ce type qui se reproduiront. Je ne le souhaite pas, bien sûr. Mais ça a été un formidable révélateur des faiblesses de ces sociétés. Regardez aussi le rôle de la police aux États-Unis, parce que les tensions sociales, les inégalités, elles sont exacerbées par ce type de crise. C'est très exactement ce qui s'est passé. Ce qui est remis en cause, ce n'est pas simplement l'importance des dépenses de santé, l'inefficacité des dépenses de santé aux États-Unis. C'est aussi les systèmes de police, c'est aussi le système d'éducation qui est en cause. Donc des investissements stratégiques, la santé, l'éducation, la police, le climat, la justice, la sécurité, le climat, tout le militaire. Le militaire, espérons qu'on n'en ait pas trop besoin, mais effectivement, ça fait partie de tout ce dont une société se dote et pour avancer. L'État est incontournable pour jouer ses rôles parce qu'il s'agit d'investissements à long terme. Il s'agit d'investissements à long terme, absolument, et il s'agit aussi de constituer les infrastructures sur lesquelles repose le fonctionnement du capitalisme. Un capitalisme ne peut pas fonctionner dans un pays où la paix civile ne règne pas. Ce n'est pas un hasard. Si les pays où le capitalisme s'est développé sont ceux où on a réussi à faire régner la paix civile. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si la population n'a pas un niveau d'éducation suffisant, ça n'est pas possible de faire monter les salaires. C'est de ça aussi qu'on est en train de s'apercevoir. C'est qu'aujourd'hui, une partie de la main-d'œuvre non qualifiée des États-Unis, et il y en a malheureusement trop, compte tenu du niveau de développement moyen des États-Unis, une partie de cette main-d'œuvre non qualifiée était occupée dans les secteurs de services,
qui ont été les plus touchés par la pandémie. Ils découpent des légumes dans les restaurants, ils lavent la vaisselle, etc., etc. Ce sont des emplois aujourd'hui qui ont été touchés, détruits par centaines de milliers. Antoine Brenner, si je prends le cas de la France, là vous prenez le cas des États-Unis, si je prends le cas de la France, depuis 30 ans, on a quand même monté le système d'éducation. Beaucoup de gens ont le bac, beaucoup de gens sont bac plus 3, beaucoup de gens sont bac plus 5. On a investi dans l'éducation. On a investi dans l'éducation, sans doute pas suffisamment et sans doute assez mal, parce qu'on ne va pas rentrer dans le débat sur est-ce que le niveau baisse ou pas, mais on a l'intuition malgré tout que le niveau du bac, par exemple, a baissé, que le niveau qu'un certain nombre de diplômes sont moins formateurs qu'ils ne l'étaient ou qu'ils ne sont censés l'être. Donc je pense que l'investissement en éducation est un investissement essentiel en France comme dans les autres pays. Et ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, juste avant la pandémie, on a découvert quoi? Que nos enseignants étaient mal payés. Ça a été quand même une des conclusions de la réforme des retraites. Avant la crise du Covid-19, avec la crise des Gilets jaunes, les revendications sur les retraites, on sentait le malaise social dans le pays, du côté du corps médical, les Gilets jaunes, du côté du corps enseignant. On a le sentiment qu'on est dans une société terriblement éclatée dans ses revendications et dans ses attentes, et qu'on n'arrive plus à fédérer cette demande sociale. Mais ce qu'il y a eu de frappant, pour prolonger ce que vous dites, c'est quand même l'extraordinaire retournement de notre président en matière de politique économique. Il est arrivé avec une vision qui était quand même extrêmement libérale de ce qui allait permettre au pays d'avancer. Rappelez-vous, le ruissellement, le président des riches, etc. Et cette pandémie, elle a produit très exactement ce qu'elle était censée produire. Elle a révélé les faiblesses de tout ce qui dépend de l'État, de tout ce qui est service public. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des gens qui sont mal payés, mais qui occupent des fonctions essentielles. Je crois que c'est comme ça qu'il les a qualifiés. Et cette découverte, on est en train de la faire partout. Ça veut dire qu'on a laissé s'affaiblir une partie de nos infrastructures sociales au fil des décennies, et que maintenant, un des objectifs qu'on devra avoir, c'est de les consolider. Mais ça prendra du temps et ça demande une vision. Est-ce que ça peut partir seulement d'en haut, alors qu'on a le sentiment qu'il y a une crise de la démocratie, que les attentes de nos concitoyens sont terriblement éclatées, que ça part dans tous les sens, qu'on n'arrive plus à fédérer les citoyens de ce pays autour d'une attente unique? Est-ce qu'il ne manque pas un espèce d'organisme de concertation en France pour fédérer ces demandes? Avant même qu'il y ait un organisme de concertation, parce que vous savez qu'en France, il y a eu des organismes de concertation, ça s'appelait à l'époque le plan, alors c'est un terme un peu démodé, mais je crois même que notre président l'a à nouveau évoqué. Je pense que d'abord, il faut qu'il y ait des visions politiques qui réapparaissent, et des partis politiques qui les portent, qui les développent, et petit à petit, qu'on remobilise l'État autour de visions de long terme, effectivement, qui pour l'instant sont extrêmement éparses. Vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui insistent sur la dimension climatique, d'autres sur On a besoin d'un programme qui englobe tout ceci et qui nous donne la capacité de faire face demain aux défis auxquels on sera indéniablement confronté, et le capitalisme ne demande que ça. Donc, une des conclusions de votre livre, et qui reste toujours dans votre esprit, c'est le capitalisme n'est pas coupable, le capitalisme est capable d'assurer le progrès social, il l'a démontré dans l'histoire. Si on l'y pousse. Si on l'y pousse. Eh bien, on va rester sur cette conclusion. Merci Antoine Brenner. Merci.